Bonjour à tous, je suis à l'hôtel du collectionneur et j'ai rendez-vous aujourd'hui avec Gérald Dahan. Donc ce qui m'a intéressé avec lui, c'est de voir comment il a réussi à réaliser son rêve d'enfant, à savoir devenir humoriste et en vivre. Et d'autre part, ce qui est fun, c'est il est reconnu pour ses célèbres canulars. Et moi, je voudrais savoir comment on ose se faire passer pour Jacques Chirac ou se faire passer pour Zinedine Zidane sans avoir peur d'éventuelles représailles et que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, il va partager avec nous en fait comment il dépasse ses peurs, comment il se lance de nouveaux défis. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'il va faire son premier Olympia le 15 mai et je pense que vraiment on va bien rigoler. Donc je vous invite à nous retrouver tout de suite au sein de l'hôtel avec Gérald Dahan pour en savoir un petit peu plus sur sa vie et passer un bon moment avec lui. Alors bonjour Gérald, est-ce que avant de commencer, tu peux m'expliquer en fait si tout petit déjà, tu t'es dit plus tard je serai humoriste ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec les années en fait? Comment ça a démarré tout ça? Je pense que je me suis toujours vu faire ça. Et ça a commencé très très tôt. J'étais enfant. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne doutaient pas de ma capacité à pouvoir prendre des décisions et d'être responsable très tôt. Donc ce qui explique qu'à 16 ans, j'ai quitté ma province, comme on dit, et que mes parents ont été d'accord pour que je sois émancipé et donc majeur à l'âge de 16 ans pour pouvoir signer des contrats moi-même. D'accord. Et est-ce qu'à ce moment-là, donc à 16 ans, tu pars, t'as pas du tout douté, t'es parti insouciant en te disant c'est bon, ça va marcher, ou quand même t'avais une part à te dire si ça se trouve, je vais pas y arriver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être humoristes, mais il y en a un tout petit pourcentage qui arrive à en faire carrière et à en vivre. Oui, c'est vrai, mais non, en fait, j'avais pas trop de... Enfin, j'avais des doutes, évidemment, j'en ai toujours, mais disons que j'étais très motivé parce que mes parents, justement, m'avaient mis la pression. Ils m'ont dit, non, on veut bien te soutenir, mais la condition, c'est vraiment que tu réussisses. Sinon, on ne te soutient plus. Donc, j'ai jamais voulu les décevoir et c'était une autre forme de pression que celle de la scolarité, mais c'en était une aussi, et donc voilà, c'était un peu une épée de Damoclès que j'avais au-dessus de la tête. La déception n'était pas quelque chose d'envisageable. Et comment tu t'y es pris justement quand tu es arrivé sur Paris pour convaincre et avoir tes premiers contrats ou vraiment commencer à exercer et à avoir un public? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé faire des auditions dans des cabarets. À l'époque, c'était des cabarets, des dîners-spectacles. C'était un petit peu la fin des années d'or des dîners-spectacles. J'avais rencontré Smaïn après l'un de ses spectacles et je lui avais demandé des conseils. Lorsque j'avais 14-15 ans, il était venu dans ma ville à Cognac et il m'avait dit, écoute, moi je ne peux pas te donner vraiment de conseils, ce que je peux te donner c'est un contact, voilà, c'est le Caveau de la Bolée, un cabaret à Paris, à Saint-Michel. Et je me suis souvenu de ce contact-là que j'avais gardé. J'avais le numéro de téléphone avec moi et je me rappellerai toujours parce que entre-temps, mes parents ont divorcé, ce qui fait que c'était un peu compliqué pour moi financièrement. Et je n'avais plus que 6 francs 80 en poche. Et les téléphones portables n'existaient pas encore, presque, mais pas encore. Et j'ai pris sur ces 6 francs 80 1 franc 50 pour pouvoir téléphoner au Caveau de la Bolée et passer une audition. Je ne suis pas tombé sur le répondeur, donc c'était déjà ça d'économiser. Et je suis allé auditionner en me faisant passer pour un copain de Smaïn. Et bon, après, ce qui est très rigolo, c'est que, bon, d'abord, j'avais un quart d'heure de sketch à moi. Il en fallait 30 minutes. J'ai dit oui, mais avec le public, je peux improviser un peu plus. Enfin bon, bref, elle a compris que j'avais besoin d'argent et de travailler. Et j'avais 17 ans. Et j'ai demandé, elle m'a dit, bon, ok, tu vas commencer lundi. Et j'ai dit, bon, comment ça se passe? Je serai payé combien si je suis engagé? Elle m'a dit, je serai payé 300 francs par soir, ce qui était énorme. Et moi, j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'avancer 10 soirs? Donc elle m'a dit, toi, t'as faim? Je dis, un petit peu, ouais. Et je me souviendrai toujours, elle s'appelle Renée, c'est une Marseillaise d'un tempérament de feu. Elle est montée chez elle, qui est un appartement qui était au-dessus du dîner-spectacle. Elle a pris une boîte en fer dans laquelle était
dans laquelle elle mettait toute la caisse en liquide du restaurant. Elle l'a ouvert, il y avait 2000 € dedans. Elle m'a tout donné. Et elle m'a dit, c'est tout ce que j'ai en liquide, mais tu commences ce soir et tu pourras manger ici tous les jours. C'est un super joli cadeau. En même temps, tu as osé dépenser pour finalement récolter, quoi. Donc, c'est un beau geste que j'ai jamais oublié, évidemment. Et j'imagine que ça t'a donné confiance. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là où vraiment ça a lancé ta carrière et qu'après les choses se sont placées, ou est-ce qu'il y a eu encore des écueils, des refus ou des choses difficiles ? Des choses difficiles, il y en a tous les jours, donc depuis 1991. Donc non, il n'y a pas de jour, rien n'est jamais acquis. Enfin, moi, je me considère jamais avoir réussi réellement, donc j'ai toujours l'impression de débuter quelque chose. C'est rigolo parce qu'en tant que public, par exemple moi, quand on te voit à la télé, sur tes spectacles et tout, on se dit ça a l'air tellement facile, il est sur scène, il est connu, donc maintenant il a plus de peur et tout va bien. Et en fait, je crois qu'on oublie que derrière ça, il y a un homme et qu'il faut se battre tous les jours et travailler, quoi. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est aussi, il faut faire preuve de beaucoup d'abnégation et c'est beaucoup de sacrifices. J'aimerais passer plus de temps avec ma famille, mais très très tôt, j'ai su que j'avais malheureusement ce métier d'artiste ne supporte pas, je dirais, l'à peu près, et ça passe par beaucoup de sacrifices justement et de temps à y consacrer. Pendant longtemps, j'aurais aimé revenir chez moi en Charente le week-end pour voir mes amis, ma famille, et non, je me consacrais à mon expérience parisienne et artistique. Ça n'est qu'après, vers l'âge de 23 ans, que j'ai monté une société de production, en fait, ma propre société, et où là j'ai rappelé ma famille, ma sœur, ma mère, et je leur ai demandé de monter à Paris également pour venir travailler avec moi. Donc voilà, et ça dure depuis ce temps-là, donc on travaille en famille. Ça, c'est génial. Et donc on te connaît comme humoriste sur scène, et on t'a encore plus connu par les canulars. Alors déjà, quand tu me dis que tu t'es fait passer pour un copain à Smaïn, tu avais peut-être ça un peu dans la peau. Après, comment ça t'est venu l'idée de faire des canulars de folie jusqu'à aller te faire passer pour Jacques Chirac, et avec l'équipe de foot, voilà ce qu'on a su. Comment ça t'est venu l'idée de le faire ? En fait, moi j'ai toujours eu cet esprit-là un peu potache, et donc voilà, j'ai toujours fait des bêtises depuis gamin au téléphone. Où c'est un peu le syndrome du gamin qui sonne à la porte et qui s'en va en courant. Ça n'est ni plus ni moins que ça, sauf que c'est un petit peu comment dirais-je, cette âme d'enfant qui n'est pas passée. Il y a des gamins chez qui ça s'arrête, puis il y a d'autres où il faut trouver une solution. Voilà, donc moi j'ai trouvé la solution, je gagne ma vie en faisant des bêtises. Et est-ce qu'avant un canular, t'as jamais des peurs, genre je vais avoir un procès, ou je vais me faire griller, ou si jamais ça se passe mal ou autre, tu t'en fous, tu passes au-dessus, voilà, dans ta tête, comment ça se passe en fait ? Oui, je suis un peu tête brûlée là-dessus, c'est-à-dire que qu'importe les conséquences, pour moi en tout cas. Mais voilà, c'est un peu mon côté jusqu'au boutiste, et j'ai le cœur quand même qui bat très très vite, quand on appelle Zidane, quand on appelle Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, des gens comme ça. Évidemment, on a des peurs, et on a le cœur qui s'emballe à 200, et au moment où ça commence, c'est terminé. Je suis concentré, je suis dans le personnage et dans mon scénario, et je me rends bien compte que oui, ça peut aller loin, et il y a des choses qui sont dites, mais je tiens jusqu'au bout, quoi. Les conversations peuvent être très longues, ça peut presque des fois durer 1 heure au téléphone, et je reste concentré, et ça n'est que quand je raccroche que je me dis waouh, là on a un truc énorme, ou alors qu'est-ce qu'il a dit, ou qu'est-ce qui va se passer, voilà. Et suite à ces canulars, t'as jamais eu justement de la part des personnes qui ont été piégées des représailles, des gens en colère ou autre ? Est-ce qu'ils arrivent à prendre ça avec humour après, et voilà, à se dire je me suis fait avoir et c'est le jeu, quoi ? En fait, il y a plusieurs types de réactions. Ça dépend aussi des canulars. C'est-à-dire que malheureusement, les scénarios sont jamais du même type. C'est-à-dire que c'est l'actualité qui me permet de bénéficier d'un contexte favorable. Et lorsque l'actualité d'un personnage est singulière et particulière, et je me dis, tiens, voilà, là, il y a un angle, il y a un axe sur lequel la personne
peut peut-être y croire, peut peut-être croire à quelque chose de fou, parce qu'elle est dans une certaine circonstance de sa vie. Et forcément, il y a des canulars qui sont plus politiques que d'autres par rapport au moment où l'attaque, entre guillemets, est possible. Ce qui fait qu'un canular que j'ai fait à Nicolas Sarkozy, où je lui ai demandé d'envoyer des fleurs à une comédienne qui n'en attendait pas du tout de sa part, des tulipes jaunes, c'était pas la saison, il a dû en chercher toute la journée, enfin bref. Forcément, ça n'a pas la même portée politique qu'un canular où j'appelle Ségolène Royal et où je la questionne sur la souveraineté du Québec et qu'elle balance une grosse bêtise. Mais les canulars s'adaptent aussi en fonction des personnes que vous avez au téléphone et du moment où vous pouvez les joindre. Donc voilà, c'est pas délibéré de ma part que d'essayer de faire un piège politique, plus politique pour l'un ou moins politique pour l'autre. C'est juste une histoire de moment en fait. Voilà. Et est-ce que dans ta vie personnelle, ça t'est arrivé de te faire passer pour quelqu'un d'autre pour obtenir, je sais pas, une table au restaurant ou n'importe quoi? Est-ce que voilà, tu t'es amusé à ça aussi? Absolument, ça m'arrive souvent et c'était assez terrible. Et j'ai d'ailleurs une anecdote qui s'est retournée contre moi, où je me suis embarqué dans un mensonge et j'ai pas pu m'en sortir indemne. Et c'est difficile de vous raconter exactement de quoi il s'agit parce que c'était une histoire vraie et surtout que je l'ai raconté récemment à Gad Elmaleh et que Gad il m'a dit voilà ton histoire, ton imposture là dans la vie que tu as faite, c'est un scénario de film, c'est une comédie et il m'a dit c'est tellement drôle, il était plié en deux, il m'a dit c'est tellement drôle ce qui t'est arrivé que si tu en fais un film, si tu l'écris, je joue dedans. Alors donc voilà, donc je peux pas révéler exactement de quoi il s'agit, mais c'est une vraie histoire que je suis en train d'écrire, voilà, que je suis en train de romancer et qui sera certainement une comédie bientôt. Mais oui, pour réserver une table au restaurant, je me rappelle Pierre Richard et Philippe Risoli avaient un restaurant qui s'appelait Au Pied de Chameau. Et j'avais appelé, je lui ai dit bonjour, c'est Philippe Risoli. Donc le patron il me dit comment allez-vous? Je dis bien. Alors ce soir il y a une table, ils sont 6. C'est mon ami Gérald Dahan qui est imitateur que vous connaissez. Il dit oui bien sûr. Il est très bon. Hein. Je dis oui. Je jetais un peu des fleurs. Il dit bon vous leur mettez une table et puis alors c'est pour moi bien sûr. Paf. Et on est arrivé, on a mangé, on s'est régalé et on est parti. Au moment de payer, il nous a dit non c'est la direction qui vous invite. Voilà. Et plus tard, j'ai rencontré Risoli et je l'ai remercié. Et là, il a réalisé, il m'a dit oh là là, on a cherché pendant longtemps qui c'était, qui s'était fait passer pour moi. Jamais on avait pensé que ça pouvait être toi, justement. Alors, bref. Et mais voilà, c'était rigolo. Et quel conseil tu pourrais donner à des gens justement qui veulent oser des choses, mais qui n'osent pas, ils sont dans leur peur ou autre, et ils n'osent pas se lâcher, ou ils ont perdu leur âme d'enfant? Ah oui. Et peut-être un personnage de ton choix qui pourrait les conseiller Le meilleur des conseils, moi je trouve, c'est de ne pas écouter de conseils. C'est-à-dire de se faire sa propre expérience. Après, il faut faire le tri dans les conseils. C'est toujours quand même intéressant d'écouter les avis des uns et des autres, mais il n'y a pas de règle dans ce métier pour réussir. Je crois par contre qu'il ne faut pas être... il faut avoir beaucoup d'audace. Ne serait-ce que pour monter sur scène, il faut surmonter en fait. La peur ne doit pas être démobilisatrice, ça doit au contraire être une adrénaline. Et le secret, je pense, c'est d'arriver justement à maîtriser sa peur, à la vaincre. C'est là où on gagne quelque chose de très satisfaisant pour soi. C'est qu'on se dit, voilà, j'ai réussi à surmonter ce qui m'effrayait. Et je crois que c'est vrai dans plein de choses dans la vie. Et sur scène, c'en est un exemple vraiment poussé au paroxysme parce que c'est devant des centaines, voire des milliers de personnes. Donc il faut vraiment faire preuve d'une grande concentration sur soi et d'une grande maîtrise de soi. Donc voilà, faut pas avoir, faut avoir peur, mais il faut surtout essayer de maîtriser tout ça. Est-ce qu'au niveau des canulars, tu as des scénarios en tête pour des prochains que tu... Bon, bien sûr, je ne vais pas te demander qui, parce que sinon, c'est pas possible. Mais est-ce que tu en as en préparation qui sont en train de... En fait, maintenant, j'en fais assez peu des canulars, parce que j'en ai fait près de 500, et voilà, et que au bout d'un moment, on a un peu l'impression d'avoir fait le tour. C'est la raison pour laquelle maintenant, je me concentre surtout sur mes spectacles, qui sont mes premiers amours.
Et voilà, c'est comme lorsque je faisais les minicums sur France 3 pour les enfants, tout ça. J'ai fait ça pendant presque 10 ans. J'ai fait plus de 4900 émissions. Au bout d'un moment, voilà, on se dit j'ai fait le tour, quoi. J'ai enregistré tellement de choses, j'ai fait tellement de personnages. Qu'est-ce que je peux faire de mieux, de plus? Donc dans ces cas-là, il vaut mieux s'arrêter et passer à une nouvelle expérience. Et donc les canulars, j'en fais très très peu, mais c'est un petit peu ma récréation. Voilà, quand j'ai une bonne idée, je me dis tiens, hop, je déboule dans un studio. Ce qui est assez confortable maintenant, c'est que j'arrive dans n'importe quelle radio, en fait, quand je suis en tournée. Et je dis, est-ce que vous pouvez me prêter votre studio pendant 2 heures? Ils me disent oui, pas de problème. Donc ça, c'est assez sympa. J'ai plus besoin d'avoir mes propres studios. Mais les scénarios, ça vient un peu au dernier moment. Par contre, la curiosité sur les personnages, qui sont les protagonistes de l'actualité, c'est permanent. Donc j'emmagasine beaucoup d'informations. Et le moment où il y a un décalage, où la personne est en décalage entre son image voulue, son image perçue, c'est là où je me dis tiens, là, ça déclenche chez moi un déclic comme ça, une inspiration. Je me dis tiens, peut-être que ça il peut y croire, ou peut-être qu'un sketch sur lui faisant ça, c'est drôle en ce moment. Enfin, voilà. Et au niveau de ton spectacle, donc là tu vas aller à l'Olympia le 15 mai. Tu peux dévoiler un petit peu quelle va être la teneur du spectacle? Alors, c'est mon premier Olympia d'abord. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de théâtre, de salles, mais l'Olympia, c'est mythique. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Et je ne sais plus qui disait que devenir adulte, c'était réaliser ses rêves d'enfant, mais en tout cas, je pense que c'est vrai. Donc, c'est un beau rêve qui va se réaliser le 15 mai. Et j'ai toujours espéré avoir mon nom comme ça, évidemment, sur le néon de l'Olympia. Donc c'est peut-être l'aboutissement d'une vingtaine d'années de travail. Un Olympia en 20 ans, peut-être que d'ici 40 ans, peut-être que je ferai Bercy. Mais c'est à ce rythme-là. Mais cela dit, quand on se produit soi-même, voilà, la liberté de ton a un prix, et donc voilà, ça met un peu plus de temps que les autres. Bref, c'est un spectacle de music-hall, puisque c'est à l'Olympia, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un spectacle qui se veut le plus complet possible, où il y a du chant, où il y a de l'imitation, des sketchs, de la comédie, un peu de pas de danse, voilà. Et je suis accompagné au piano par Julien Bourrel, que je connais depuis presque 20 ans justement, qui m'a accompagné dans mes tout débuts dans les cabarets, notamment dans un cabaret qui s'appelait La Main au panier, ou Don Camillo. Et donc voilà, ça c'est pour la partie chantée. Il y a un aspect interactif avec le public, où le public choisit les personnages qu'il a envie d'entendre. Mais comment ils vont faire pour choisir? C'est eux qui me disent voilà, nous on a envie. Je dis voilà, qui vous avez envie d'entendre. Voilà, il y a un jeu aussi, il faut reconnaître des chansons. Enfin, bon, bref, s'ils reconnaissent la chanson, j'imite le personnage. S'ils le reconnaissent pas, je l'imite quand même. Mais et puis voilà, il y a toute la partie, je dirais, où j'imite des artistes, relève plus de l'hommage. Mais lorsque j'imite des hommes politiques, c'est plus de la satire et de la moquerie. Voilà, parce que pour moi, l'imitation peut être perçue sous plusieurs prismes. Et le prisme de la moquerie fait toujours rire. Celle de l'hommage donne beaucoup d'émotions et permet de retrouver même des gens qui ont disparu. Il y a des gens qui sont revenus voir mon spectacle plusieurs fois en me disant on vient vous voir parce qu'à un moment donné vous imitez Serge Gainsbourg et nous sommes fans de Serge Gainsbourg et il nous manque, et quand on vient vous voir on a l'impression de le revoir. Donc c'est vrai, c'est un des personnages que j'aime beaucoup, et je pense que de toute façon pour bien imiter quelqu'un il faut avoir une tendresse pour lui d'une manière ou d'une autre. Faut aimer son personnage, même s'il est bourré de défauts, ce qui est le cas des hommes politiques. Moi je trouve que c'est ce qui les rend attachants et c'est ce qui les rend humains. Et est-ce qu'il y a des personnages là sur scène ou à l'Olympia que tu n'as jamais fait en télé et qu'on va découvrir? François Hollande, il y a un bon sketch sur lui, Manuel Valls aussi, Édouard Baird, Lucchini, je ne sais plus si je l'ai déjà fait en télévision, mais il y a un très très gros sketch sur le premier jour de présidence de François Hollande qui est
où Lucchini part dans un délire dont il a le secret. Et puis, oui, il y a plein de surprises. Il y a des nouvelles imitations, mais que moi, je ne vais pas tout vous dire, parce que sinon, après, les gens... mais oui, il y a des choses assez inédites. Il y a aussi des canulars sur scène. Ça, je ne l'avais jamais encore fait. En fait, je restitue un canular en diffusant la bande de la personne que j'ai piégée et en rejouant mes parties que j'avais improvisées moi à l'époque. Ce qui fait qu'on peut retrouver dans les conditions du direct la conversation intégrale d'abord et y assister comme si voilà, elle avait lieu dans l'instant présent. Et c'est un exercice pour moi technique, mais on sort un petit peu des conventions théâtrales et du coup ça donne parce qu'en plus les conversations sont assez incroyables, donc ça donne un côté rentrer dans l'univers, dans les coulisses, venez voir ce qui s'y passe et c'est assez magique, ça marche bien, les gens sont assez surpris de ces moments-là. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais me faire, je sais pas, une imitation d'un personnage de ton choix et voilà, peut-être pour inviter les gens justement à venir te voir à l'Olympia et puis voilà. Quel type de personnage Allez, un homme politique. Allez, un homme politique. Un homme politique de quel bord? Bonne question. Celui que tu veux. Celui que je veux. Allez, oui. C'est pas évident. Un homme politique de gauche, de droite. Bon, allez, on va dire Manuel Valls. Manuel Valls. Allez. Très bien. La République est une valeur et quelque chose que je me plais à défendre parce que le président de la République l'a dit à maintes reprises. Il a dit qu'il avait une boîte à outils pour sauver la France. Force est de constater que désormais, il a trouvé le manuel. Merci, génial. En tout cas, voilà, merci beaucoup Gérald. Hâte de te retrouver à l'Olympia. Moi aussi. Et voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez rigoler, rendez-vous le 15 mai à l'Olympia et surtout, n'oubliez pas que si Gérald Dahan l'a fait, pourquoi pas vous ?